Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle, et ça, c'est le plus important. Bonjour tout le monde, et surtout bonjour à toi Théa, dans la fatigue et dans cette fin de semaine excessivement chargée. Nous sommes cassés en deux, cher public. Voilà. C'est tellement drôle. On peut le dire, tu es malade, je suis malade et fatigué. Ouais. Physiquement, mentalement, c'est dur là. C'est compliqué. Ouais. Je pense qu'on va devoir s'appeler le podcast d'après-soirée. Hein. Il y a moyen, en fait, ça a un peu le goût d'after, cette émission. Ouais. Il y a un petit côté after où on sort d'une boîte de nuit sous les stroboscopes pour se retrouver après derrière un micro et parler de cinéma. Exactement. Avec ce goût amer très bizarre quand même et la douce sensation de n'avoir... Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche toi hier soir ? Oh, écoutez, je garde ça pour un prochain podcast évidemment. Non mais comment tu vas du coup, mis à part ça ? Bah écoute, moi je continue mon tour du monde. Ah oui, c'est vrai. Et par pitié, en vrai, appel aux dons. Si vous avez des sites de stream spécialisés dans le cinéma africain, s'il vous plaît, quoi, faites-moi en part, parce que je galère à trouver des films de l'ensemble du continent africain. Ah, pas facile. Certainement pas facile, et je pense en termes de référencement, ça doit être une catastrophe. C'est ignoble à souhait, et Asie du Sud aussi, c'est dur. Genre entre Cambodge, Laos, Vietnam, nada. Donc, j'allais dire Indochine. Bah attends, évidemment, on reprend les vieux termes. Plaisir. C'est plus simple, c'est tout d'un coup comme ça. C'est waouh. Enfin bref. En tout cas, l'avis a été envoyé. Si vous avez moyen d'aider notre chère Théa, n'hésitez pas à nous envoyer évidemment un petit message sur les réseaux sociaux, parce que du coup, on lit tous vos messages. Donc, n'hésitez pas à envoyer évidemment le petit message. Ça fera de tous les cas grand plaisir à notre chère Théa. Et aujourd'hui, on a donc un programme bien sympathique à vous proposer. Au programme du jour, on vous parlera d'une légende de la pop, du drama, un film conceptuel, des secrets familiaux, un documentaire sur la neutralité suisse et un DJ en fin fond des montagnes de la Macédoine. Bref, un programme très différent, un peu camoulox je trouve, mais qui fait quand même plaisir. Et entrons directement dans la grosse sortie de cette semaine, un film tant attendu, tant le personnage qu'il représente est un personnage on ne peut plus controversé, mais surtout devenu une légende musicale pour des millions de personnes dans le monde. On va évidemment parler du biopic de Michael Jackson. Honor your past and embrace the future. That's what people want. Michael est donc réalisé par Antoine Fuqua. Alors Antoine Fuqua qui est notamment connu et surtout en fait connu pour la saga Equalizer, qui du coup petite saga d'action. Alors oui, on est bien d'accord, c'est pas le hop de sa carrière, mais c'est la saga pour laquelle il est le plus connu. Plutôt considéré comme un yes man, hein, on va pas vous cacher, il avait notamment aussi réalisé Les 7 mercenaires, qui n'était pas déconnant non plus, mais qui ne représente peut-être pas forcément des qualités très impressionnante, en tout cas ne permettait pas de montrer véritablement des grandes qualités dans son cinéma. Mais bref, Antoine Fuqua, c'est avant tout un technicien qui du coup, Hollywood a décidé d'aller chercher pour justement retracer un petit bout de la vie de cette icône de la pop culture, en tout cas même de la pop tout simplement, et qui a véritablement apporté un véritable symbole au sein de l'industrie musicale et qui a véritablement apporté quelque chose. Je dis que c'est un film qui était très attendu. Alors, c'est pas mon opinion personnelle, on arrivera après sur qu'est-ce que je pense de Michael Jackson, hein, soyons bien clairs. Mais pourquoi je dis que ce film est très attendu et a été très attendu ? Parce que ça fait depuis 15 ans, 10 ans que justement il y a ce projet de faire un film sur la vie de Michael Jackson. Encore une fois, ça fait partie de ce genre de personnalité qui a eu une fanbase particulièrement folle et qui a eu une fanbase particulièrement intense dans justement le côté malsain d'avoir tout simplement des groupies ou le côté malsain tout simplement de
de la fétichisation d'un artiste et le personnage de Michael et notamment sa figure ont été instrumentalisés et utilisés à des fins déjà à proprement parler commerciales, mais ça c'est le truc très classique dans l'industrie musicale, mais aussi comme un symbole de quelque chose. Souvent on mariait avec l'idée de la paix, souvent de rallier les peuples, etc. Bref, une figure très importante et qui du coup demande à ce qu'il y ait peut-être un intérêt de faire ce film-là. Qu'est-ce que ça a donné du coup au final, ce petit Michael? Ma chère Théam, j'ai pu le voir et je vais te le dire, ça n'a aucun intérêt. Non mais tu m'étonnes que ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Le projet de base, il est sans intérêt. Tu sens que la volonté derrière, il n'y en avait pas. Il y avait ce truc de on veut faire un film sur Michael Jackson, on va faire un film sur Michael Jackson, mais il y avait strictement aucune réflexion au préalable de dans quel angle en fait on va s'attaquer à cette question-là. Et moi, ce que je trouve assez hallucinant dans ce film, c'est qu'en réalité, on est sur une succession de petites anecdotes de vie de Michael Jackson qui sont mises l'une à côté de l'autre et une succession et un enchaînement de concerts qui sont reproduits de la vraie vie. Et ça m'a fait du coup penser à un film aussi que je n'aime pas, et je pense qu'on va être d'accord tous les deux, c'est Bohemian Rhapsody. Exactement. Avec le Live Aid, où il y a vraiment ce truc de... C'est peut-être techniquement très bien exécuté, mais fondamentalement, si moi je veux voir ce truc-là, je vais le voir. Enfin, je veux voir l'original, quoi, tout simplement. Exactement. Et là, on est exactement sur la même chose. On est sur des reproductions de concerts de Michael Jackson, filmés de la même manière, reproduits avec des caméras HD, Ultra HD, etc. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Et l'intérêt filmique de ce truc-là me paraît, mis à part le côté certes très joli, très bien chorégraphié, et je pense que l'une des grandes qualités du film qu'on ne peut retirer, c'est véritablement son acteur principal qui, en effet, se donne quand même vachement bien à l'écran et qui joue quand même un rôle particulièrement compliqué. C'est-à-dire incarner une personnalité comme ça, c'est jamais quelque chose de très très simple à faire. Mais il l'incarne bien, il y a un vrai travail, on sent que physiquement, il y a un vrai travail qui a été effectué. Maintenant, ça justifie pas le fait de voir Michael bouger dans tous les sens pendant 2 heures, qui en fait n'ont pas vraiment de sens, enfin qui n'ont pas vraiment d'intérêt, dans le fait que c'est une démarche purement de fanservice. On est vraiment dans cette démarche d'attirer les amoureux de Michael Jackson dans les salles, de leur donner précisément ce qu'ils veulent, à savoir de dire mais regardez, tu veux voir ton icône sur scène en train de danser et chanter, ben, tu vas la voir pendant 2 heures, ton icône chanter et danser sur scène, et tu vas être très content. Et en fait, c'est une manière de, et on le sait, hein, mais vraiment de capitaliser sur sa mort comme une forme d'enrichissement personnel et de le mettre en avant comme une espèce de banalité, avec en plus de ça un élément qui moi me dérange énormément, et là on peut revenir un peu aussi sur la figure de Michael Jackson. C'est vraiment que le film a tendance à pas juste glorifier un petit peu le personnage, il a tendance à le déifier. Aïe, aïe, aïe. Non, ça on n'aime pas. Et là c'est pas ok. Là, c'est pas ok. Je rappelle quand même encore que Michael Jackson a été accusé et aussi condamné pour des actes de pédophilie, pour des actes de détournement de mineurs, etc. Et à la Epstein en plus, hein, en mode avec Lille, etc., etc. Enfin, c'est pas non plus isolé. Non. Hein, c'était un serial pédophile. Oui, absolument. Et en fait, le fait que ce film a tendance à ultra idéaliser cette personnalité, et en plus de ça tu sens que de temps en temps ça va jouer un peu sur ce truc de non mais en fait il a jamais vraiment eu d'âme fans, c'est pour ça qu'il aime beaucoup les âmes fang et tout. C'est très bizarre, c'est excessivement bizarre et c'est excessivement problématique, et c'est là où je dis que vraiment l'angle en fait au départ est inintéressant et l'angle au départ est un angle problématique. C'est vraiment dans ce truc de on va juste déifier absolument un personnage pour faire plaisir à des gens, et c'est tout. Il n'y a pas de thématique dans ce film, on aborde quasiment aucun sujet. Alors vaguement on pourrait me dire qu'on aborde la question de la famille, qu'on aborde vaguement la question du père, parce qu'il est vrai, on aborde ces questions là d'une certaine manière, mais en fait c'est tellement pas introduit et c'est vraiment tellement pas développé, voire même je trouve que pour le lien de la paternité et notamment le lien de l'apprentissage musical, je le trouve problématique. J'ai l'impression que ça peut pousser une réflexion sur la toxicité de la création artistique, et notamment de l'apprentissage artistique. Tu sais, le rapport un peu à la violence, tu vois. Oui. Tu vois, tu dois jouer ton instrument jusqu'à ce que tu as tes mains qui saignent parce que c'est comme ça que tu apprends. On a un lien comme ça avec le rapport de la figure paternelle, et je sais pas pourquoi, mais à des moments, j'ai vraiment ce truc de film, t'es pas en train de me dire que c'est plutôt ok en fait ce qu'il a fait. Attention quand même. Mais bref, c'est vraiment un film qui est particulièrement sans goût, sans saveur et véritablement sans intérêt. Je pense que ce qui me fait pas dire que c'est un film d'une catastrophe absolue, même si c'est un film vraiment que je n'aime pas et que je trouve mauvais à titre personnel,
Bah, en fait, c'est pour des mécanismes qui sont tout cons, à savoir que la musique est très jolie. Ouais, mais bon, Oui, mais c'est Michael Jackson, tu vois. Et en fait, fondamentalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, la musique, mais je veux dire, fondamentalement, ce qui marche un peu dans ce film, ce sont des éléments techniques qui, en fait, peuvent se retrouver dans plein d'autres endroits. Et au final, si tu retires ces éléments techniques qui sont plutôt intéressants, hein, certains diront même que la photographie est un peu pertinente. Bon, moi, je la trouve pas spécialement très folle, mais bon, voilà. Et le scénario est très con, d'ailleurs. Mais ça, c'est encore autre chose. Il y a un scénario, mais ouais. Et ça aussi, c'est absolument absurde. C'est en fait, on retrace une vie d'un personnage, mais très très court. C'est en fait, on ne voit sa vie. Enfin, en fait, on voit pas toute sa vie. On voit vraiment, je pense, le début, quoi. C'est de noir à blanc ou de noir à noir? Non, justement, de noir à noir. Oh merde. Donc en fait, tu vois, tout ce truc de blanc, etc. En fait, ça t'est posé à des moments. Enfin, par exemple, je sais plus ce qu'il avait. Il avait une maladie de la peau, mais c'était... C'était pas du vitiligo, c'est un autre truc ou bien ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça. C'est comme les Bogdanov et leurs problèmes de peau. Hein, voilà. Ça, au bout d'un moment... Exactement. Et du coup, au final, en fait, tu sens que c'est éparpillé dans le récit scénaristique des éléments qui te permettent de te faire comprendre pourquoi dans le futur, gna gna gna. Mais en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas la créativité derrière ce projet. Je comprends l'effet mercantile de ce projet. Je comprends exactement de pourquoi ils l'ont fait. Et je comprends exactement du fait qu'en fait, ce film va sortir et va faire beaucoup d'entrées. D'ailleurs, je vous fais une petite anecdote pour ceux et celles qui écoutent. Théa le sait déjà, mais là, techniquement, on enregistre du coup le 19. Je suis en embargo jusqu'au 21. Donc, nous, l'émission, vu qu'elle sort le 22, c'est OK. Mais je suis sous embargo depuis le 21. Et surtout, c'est une des rares projections presse que moi, ça m'a été donné de faire, où il y avait autant de sécurité. C'est-à-dire, on devait déposer notre téléphone dans un espèce de sac à vomi argenté. Non, c'est vrai, le fermer avec du scotch pour après... Enfin, c'était assez impressionnant il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est Warner Universal, je crois. Tout ça pour ça. Ouais, non, c'est assez dingo. Donc c'est particulièrement décevant, c'est particulièrement médiocre, c'est particulièrement du foutage de gueule, quoi. Oh putain, je suis en train de regarder, je t'écoute et je regarde un peu qui est derrière toute cette connerie. Donc, ah oui, c'est Lionsgate, JK Films et The Michael Jackson Company. Et d'ailleurs... Les producteurs, ils étaient déjà producteurs de This Is It, le premier documentaire qui était sorti un peu après sa mort, qui, à mon avis, a peut-être plus d'intérêt, encore que. Et puis un autre machin, là, les 40 ans ou j'en sais rien, de quelque chose. Donc, effectivement, c'est des gens qui sont habitués à traiter la thématique Michael Jackson de la façon la moins problématisée possible et qui veut juste se faire de la thune, quoi. Enfin, mais c'est un peu triste d'en arriver là, surtout que les biopics, déjà de base, ils ont beaucoup de peine à remettre en question la personne dont ils dépeignent la vie. Là, en plus, c'est quelqu'un dont on connaît les crimes et qui pourrait être intéressant à juste expliquer ou franchement, juste toucher du doigt, effleurer, quoi. Mais bon, tout ça pour en dire, oh là là, il a eu une bad childhood. Ouais, comme la plupart des boomers. Hein, et en puis, plus, voilà. Tu vois, ce qui est vraiment, moi, me gêne, c'est que fondamentalement, s'il y avait un angle vraiment précis d'approche, je trouve que ce que tu dis est tellement juste parce que aujourd'hui, on est quand même dans une période, et je pense en général, le style biopic, ça a un peu introduit là-dedans. Il y a une espèce de surcodification et une surrépétitivité de ce qu'est un biopic. Et en soi, fondamentalement, je trouve que maintenant, le biopic, c'est un style qui est à la fois très facile à faire parce que fondamentalement, il suffit juste de prendre une recette. Ton film en soi, fondamentalement, il sera juste OK et ça ira très bien. Et quand on fait un film qui est OK, aujourd'hui, ça peut être des fois très compliqué. Donc en soi, fondamentalement, juste faire un film OK, c'est plutôt simple à faire. Enfin, en tout cas, si tu prends cette liste-là de recettes pour en arriver. Mais en même temps, le problème, c'est que c'est hyper dur parce qu'il faut que tu réfléchisses à tellement d'éléments et notamment que tu trouves un angle frais, quoi. Bah ouais. Et là, il n'y a pas d'angle frais. En fait, il n'y a même pas d'angle parce que fondamentalement, une grande partie du film n'est basée que sur le fait de regarder à quel point l'acteur qu'on a pris dans ce film ressemble trop à Michael Jackson. Bon, c'est son neveu, mais même. Hein. Ouais, mais alors... En plus, c'est son neveu. Ouais, j'avais oublié. Donc, et en plus, népotisme fois 1000. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est pas comme la fille de Whitney Houston ou je sais pas quoi qui l'a joué, elle, dans le biopic, ou une connerie du genre, je sais plus ce que c'était. Mais même chose, quoi. Mais on sait très bien que tout ça, c'est juste fait pour la thune. Et moi, ce que je trouve qui est un peu dommageable, c'est que ça gâche beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup de temps d'écran aussi, qui pourrait être
donner à d'autres films plus intéressants. Allez, on enchaîne. Après avoir parlé de Michael, on va se tourner vers une autre forme de drama. Un auteur qui n'était plus revenu derrière la caméra depuis 2023, Christopher Borgoli nous revient avec The Drama. Remember, you know each other really well. Emma and Charlie. What the fuck was that? Just some drama. We found love that we're gonna have forever. Okay, I think that we'll get there on the day. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Et oui, tu as tout à fait raison, mon cher Lucas. Christopher Borgli, dont j'ai vu le dernier film qui s'appelle Sick of Myself. J'ai mis des plombs à le trouver. Et Dream Scenario, non, aussi, tu l'avais vu? Non, Dream Scenario, je l'ai pas vu. J'avoue que j'en avais eu un petit peu marre. J'avais une overdose de Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage en étant réflexif sur Nicolas Cage. On est sorti du Covid, on a eu une phase où Nicolas Cage, on le bouffait tous les jours. Oui. C'est fou. J'en ai réfléchi maintenant, mais c'est une dinguerie. Un super. Alors que moi, j'adore le gars, hein, mais là, c'était un petit peu trop pour moi. Mais bref, du coup, The Drama, j'ai fini par me soumettre, on va dire, vraiment à la tentation générale. Et j'ai finalement décidé d'aller le voir au cinéma. Parce que j'avais rien d'autre à foutre et qu'il faut bien regarder des films dans la vie et que, en plus, honnêtement, j'aimerais bien me faire un petit marathon Zendaya cette année parce que j'aimerais quand même revenir dessus. La meuf, elle est dans au moins 5 gros projets cette année. Donc, The Drama, Dune, L'Odyssée, Euphoria, ah oui, 6, pardon, et Spider-Man. Alors, Spider-Man, ça m'intéresse pas, je vais pas le voir. Euphoria, je suis en train de regarder, c'est naze. Dune, faut bien le finir, hein, voilà. L'Odyssée, j'y vais à reculons. Et puis, The Drama, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça serait le seul film qui peut-être peut réussir à toucher ton petit cœur? Pour certaines raisons, oui, mais pas pour d'autres. Allez, The Drama, c'est très simple, c'est un couple comblé voit son bonheur mis à l'épreuve lors d'un rebondissement inattendu qui vient tout bouleverser à 1 semaine de son mariage. Et c'est con, hein, quand même. T'imagines, à 1 semaine de ton mariage, tout d'un coup... Relou. Globalement, c'est juste ça, en fait, ce film. Enfin... Comment dire? C'est un film qui essaye de parler de sujets très pointus, très problématiques, d'une façon très cynique, voire un peu ironique. Beaucoup de trucs en hic. Et qui donne le hic, justement, parce que tu te dis, mais Christopher Borgli, de quel droit tu parles de ce genre de sujet sans plus porter attention au fond même du film? Pour dresser un peu le portrait de ces personnages, donc joués par Zendaya et puis Robert Pattinson. J'ai tellement pris l'habitude de l'appeler Pattinson, bref. Donc c'est un jeune couple, on sait pas, hein, new-yorkais j'imagine. En tout cas, ils vivent à New York. On ne connaît pas leur métier, mais apparemment, ils gagnent bien assez pour avoir un duplex à New York, rempli de meubles de luxe. Ça, c'est jamais adressé dans le film. Et ils passent en fait leur vie à juste classe moyenne sup américaine, du style à aller faire des Sunday Fun Day, avoir des mimosas, avoir du matcha, enfin ce genre de conneries quoi. Et ils planifiaient leur mariage. Et ça c'est un truc qui m'a tellement perturbée dans ce film parce que on m'avait dit non mais c'est pas grave si t'apprends la raison pour laquelle il y a tout ce drama qui implose, on va dire, le couple. Parce que c'est un sujet un peu secondaire. Et en fait, quand je découvre ce que c'est, je me dis non. Parce que sans vous dire exactement ce que c'est, on va dire que c'est un problème sociétal aux États-Unis. C'est pas juste un truc... je veux dire, il y a un contexte particulier autour de cette révélation. Donc pour mémoire, donc c'est un jeu en fait que font le couple et puis un autre couple d'amis qui sont leurs... demoiselle d'honneur et puis groommen, machin truc. Et eux, ils ont dit « Ah, mais nous, avant de se marier, on s'est demandé quelle était la pire chose que t'aies jamais faite. » Alors du coup, ils s'amusent à faire ce petit jeu de nouveau où chacun, publiquement, avoue la pire chose qu'ils aient faite. Et alors, franchement, les 3 sont nazes. Enfin, genre, il y en a 2 qui sont hyper dangereuses. Une, on s'en bat les couilles. Et il y a celle de Zendaya, justement, qui... Voilà. Et tout ce problème moral au sein de ce film est vraiment traité de façon
très superficielle, qui est juste « Ah, mais comment est-ce qu'on se fait confiance dans un couple? Est-ce qu'on est vraiment sûr de qui on va épouser ?» Puis t'es là « Oui, mais tu peux pas juste lâcher cette bombe sans problématiser plus que ça le sujet et ensuite espérer qu'on va juste se poser la question de comment font 2 personnes de classe moyenne sup à New York pour se supporter. » T'es là genre... C'est tellement dérisoire par rapport aux problèmes de fond que ça soulève. Et en plus, il n'y a aucun sens. Enfin, vraiment, sans dire, en gros... Enfin, sans dévoiler le problème, là. Mais, donc, eux, classe moyenne sup, aucun problème dans la vie. Zendaya a un père black qui est flic et qui, en plus, est haut gradé parce qu'apparemment, il a de la thune, d'après leur... la façon dont on nous dépeint son enfance, et puis, etc. Enfin, je trouve que ce film, il est même pas cynique, il est juste totalement ignorant de tout ce qui se passe. Et il est même pas cynique dans le sens où c'est jamais discuté, c'est juste un fond. Et le fond, il est là, il existe, et puis il faut qu'on pense que c'est une normalité. Et donc, je suis sortie de ce film, et j'étais là, mais c'est de la daube. Enfin, moralement, c'est de la merde. Et puis alors, très honnêtement, niveau réel... Il y a juste une petite musique insistante et casse-couille qui apparaît pour un peu... ça donne un peu un fond de suspense ou de thriller, un peu d'accélération, je sais pas quoi. Mais c'est un son qui est tellement goofy et puis qui en plus est tout le temps accompagné de réactions goofy en elles-mêmes qu'au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Parce que du coup, tu l'entends arriver, tu dis « Oh là là, ils sont en train de réfléchir à un problème éthique ou un truc et machin. » Et c'est horrible. Bref, c'est nul à chier. Est-ce que tu as l'impression, je te coupe un peu, parce que tu me disais que le film avait tendance à être un peu dans son entre-soi, est-ce que tu as l'impression que le film est dans une espèce de bulle thématique ? En gros, il veut traiter de trucs qui pour lui le concernent, mais en fait, il est complètement déconnecté d'une certaine réalité matérielle, et en fait, c'est, pour être un peu plus direct, est-ce que ça serait pas une forme de film de petit bourgeois ? Mais bien sûr, oui, c'est un film qui est hyper classiste, et je dirais même un peu plus, parce que du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour de ce film, voir un peu l'enquête. Ouais, avoir aussi d'autres réactions, parce que de nouveau, moi j'ai l'impression que si je prends premier degré, ce film c'est vraiment juste un problème d'un couple, puis c'est tout quoi. Puis oui, c'est rigolo, ha 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 ha, et puis ça va pas beaucoup plus loin. Si tu creuses un tout petit peu plus, tu peux y voir une certaine ironie ou un peu de cynisme, et encore, pas tant que ça je trouve. Mais en fait, le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'apparemment, le réalisateur, quand il avait 26 ans, il sortait avec une meuf de 16 ans. Et il trouvait que ça ne posait aucun problème. Éthique, morale et tout ce que tu veux. Et qu'en plus, en ses propres termes, il avait dit... comment est-ce qu'il a dit ça ? Genre, ah ouais, si je me posais la question si j'ai envie de continuer avec elle ou pas, je pensais immédiatement à Woody Allen. Donc, va savoir si c'était pris hors contexte, si en fait il est dans le second degré depuis toujours, cet homme, j'en sais rien. Ouais. Mais dans le film, parce que du coup, Zendaya, son secret qu'elle avoue, c'est un truc qui s'est passé quand elle était adolescente. Et du coup, en fait, pendant le film, il y a Robert Pattinson qui s'imagine être en couple avec la version adolescente, voire prépubère de Zendaya. Très bizarre. Oui, du coup, il y a des shots où ils sont... Il y a des petites scènes comme ça, où il est avec Zendaya, puis après, tout d'un coup, ça coupe, et puis c'est l'enfant, c'est l'actrice plus jeune qui joue Zendaya qui est dans le truc. Très bizarre. Et il y a des moments que j'ai trouvé mais d'un glauque, et ça, honnêtement, tu peux pas juste le balancer comme ça. Ça a forcément plus que juste... mais... Mon Dieu, est-ce qu'en fait, cette personne existe toujours en elle ? Est-ce que c'est une folle alliée ? Est-ce que c'est vraiment la femme que je connais ou pas ? T'es là. Mais gros, t'es littéralement en train de fantasmer sur un trentenaire avec une meuf de 15 ans, clair, quoi. Enfin, ça n'a... Déjà, Zendaya et Pattinson ont 10 ans d'écart, si j'ai pas calculé. Donc, j'ai rien que ça. Bref. Seul petit point positif, je pense que c'est l'un des rares films dans lequel Zendaya joue, ce qui est déjà mieux que d'habitude. Oui. Bon, elle a quand même joué dans... Je sais plus comment il s'appelle, ce film, Malcolm... truc en noir et blanc, Marie là. Et Malcolm, là où je sais pas quoi. Ouais, mais... Ça joue aussi un petit peu... Il est pas parfait, ce film-là, mais au moins, ça joue quand même un peu. Ouais, mais moi, je sais pas, je trouve pas que c'est une bonne actrice. T'as jamais trop accroché. Non, je trouve que c'est pas une bonne actrice. Le seul rôle dans lequel elle m'a un petit peu impressionnée, c'était dans Euphoria. Mais le reste de sa filmo m'intéresse pas des masses. Moi, je pense que c'était dans Shake It Up sur Disney Channel. Ouais, c'est exactement ça, ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est un peu le même niveau qu'Ariana Grande. On peut aller sur ce débat-là aussi un jour. Non, mais à part ça... Oui, non, bien sûr. C'est une child machin,
Puis maintenant, c'est une businesswoman. Et puis, ça se voit d'ailleurs, ce film. Ça aussi, c'est un aspect qui m'a énormément dérangée. Alors, c'est 1,24, de nouveau, qui... Bon, voilà. Coucou. Et en fait, ils ont fait une campagne marketing démentielle autour de ce truc. Et même Zendaya elle-même s'est prêtée au jeu où, en gros, à chaque fois qu'elle arrivait dans un event, c'était un clin d'œil au mariage. Genre, elle avait une vieille robe, une robe empruntée, puis une robe bleue. Puis t'es là, trop bien, bravo, c'est hyper intelligent. Et puis, je sais pas, il y avait des affiches aussi, et puis c'était pas les mêmes, alors du coup, ça donnait un indice sur quel était le secret ou pas, enfin bref. Et j'ai trouvé que c'était juste, en fait, une grande mercantilisation d'un sujet qui devrait être pas du tout... En fait, tu sais quoi, je vais finir là-dessus. Ça me fait penser au film de Blake Lively, là, sur les violences aux femmes, où elle avait fait toute la promotion du film autour des fleurs. Parce que la meuf était fleuriste, si j'ai bien capté. Bah, ce film, il me donne un peu ce même relan-là de gens qui, effectivement, vivent un peu dans leur bulle et ne comprennent pas quel est le produit qu'ils donnent en pâture et qui vont jamais s'interroger là-dessus. Et puis, alors, s'il marche pas, ce sera parce que les gens n'ont pas de goût ou n'ont pas compris. Je suis sûre. Alors qu'en fait, ce film, il est juste très problématique dans toute sa façon de parler des États-Unis et surtout de... ce problème en particulier qu'il y a aux États-Unis. Allez, après drama, enchaînons avec une autre proposition filmique, plus qu'originale, soit dit en passant. Un petit film attendu par pas beaucoup de personnes, un projet qui en réalité, et il me semble d'ailleurs l'un des premiers projets de 2 jeunes réalisateurs. Mais pourtant, c'est un petit film qui a pas mal tourné dans les festivals, juste à en arriver à avoir quand même une distribution plutôt positive. Ce film, c'est Affection. Qu'est-ce que vous avez foutu? Moi, je lui dis bon, ok, je vais te tirer les cartes. Je sais pas si vous êtes cartésienne, vous. Cartésienne Bah, si vous tirez les cartes et tout ça. C'est là que ça devient intéressant. Tu vois la femme? Elle s'approche du chien. C'est pas un chien, c'est un sac plastique. Affection, réalisé par Alexia Walter et Maxime Maltrait. Du coup, je vais oublier de mettre du coup le nom de la réalisatrice. Mais du coup, c'est bien. Oui, parce que je crois que j'avais dit 2 réalisateurs avant l'introduction. Mais à culpa, j'écoutais pas. Eh bien, c'est super. Eh bien, moi, j'ai fait une erreur. Tu peux pas me reprendre derrière. C'est pas grave, ça me va. Très mauvaise copilote, je suis désolée. Mais du coup, Alexia Walter et Maxime Maltrait, qui est du coup une espèce de comédie dramatique / thriller sur la Côte d'Azur. Une adolescente disparaît le jour de son anniversaire. Géraldine, employée municipale, s'improvise alors détective pour essayer de la retrouver dans cet univers mystérieux. Alors, évidemment, un projet comme ça ne pouvait que m'interloquer, les petits potes. Vraiment, vous imaginez bien qu'un truc... je vous invite, alors par exemple, ça c'est un truc que j'ai pas tendance à beaucoup faire, mais je vous invite à regarder la bande-annonce de ce film. Parce qu'en fait, la bande-annonce, moi c'est comme ça qu'en tout cas le film m'a pris un peu au départ. C'est vraiment ce truc de... Le trailer m'intéresse parce que je trouvais qu'il y avait une atmosphère très particulière qui s'en dégageait. Certains, ça va leur faire chier ce que je vais dire, mais je trouvais qu'il y avait un côté un peu Dupieux-esque dans la manière, un peu l'ambiance générale qu'il y avait. Des gens ne vont pas du tout apprécier. Pour moi, dans ma bouche, c'est un excellent compliment. Donc, je suis heureux de pouvoir le donner. Mais... Donc voilà, il y avait quand même une ambiance qui se détachait de cet univers très mystérieux, très bizarre, où t'as l'impression de poser des questions mais de jamais vraiment avoir des réponses, ou de toujours avoir quelque chose qui passe à côté, comme un espèce de rêve éveillé, un espèce de trip très particulier, mais en même temps avec cette chaleur de la Côte d'Azur. Ce mélange-là, il m'a intéressé. J'ai du coup été le découvrir, et je vous cache pas que j'ai quand même été un petit peu déçu, les cocos. J'étais quand même un peu déçu. Non, moi, ma déception, elle vient du fait que j'ai vraiment eu l'impression que le film m'a mis un tunnel pendant 1h40, quoi. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment eu la sensation que le film a essayé de me prendre quelque part et essayé de discuter avec moi de quelque chose, mais qu'à titre personnel, je n'étais pas du tout réceptif et je pense que je n'arrivais pas en fait à suivre la conversation et j'avais l'impression de ne pas vouloir avoir une interaction avec le film. Ok, t'es resté très hermétique, mais à quoi? Au discours, à la forme? Attends, mais tu vas comprendre. Parce que déjà, je pense que la vibes un peu générale, peut-être que
souvent il y a des films comme ça où tu te dis, en fait j'aurais dû le voir dans un autre mood, ce film-là. Le mood du film est tellement un peu dans un espèce de rapport un peu psychédélique, mais en même temps un peu lourd, mais en même temps bizarre, mais en même temps chaleureux. Ce mélange-là fait que tu entres dedans ou tu entres pas. Moi, je vous cache pas que à ce moment-là, j'ai pas du tout réussi à entrer dedans. J'entre pas dans cette ambiance-là parce que pour moi, en fait, je comprends pas tout. Alors, en gros, déjà avec cette ambiance-là, ce côté un peu hypnotisant, là où normalement il est il est censé t'emporter quelque part en te disant ah mais tu vas être pris dans une espèce de labyrinthe scénaristique. En fait, moi au final, il a plus tendance à me perdre que vraiment m'emporter, et ça a plus tendance à me laisser à l'extérieur du film que véritablement me prendre. Et il y a un peu cette sensation, et j'en parlais un petit peu à un autre ami critique où justement on avait été voir ce film, enfin le film en projection presse. En fait, on avait vraiment cette sensation d'avoir un mec qui est sous champignon, qui tente de t'expliquer des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, et que toi tu es sobre et tu dois essayer de comprendre un peu ce qui t'est dit. Et moi j'ai eu un peu cette sensation-là d'avoir eu un film qui avait peut-être tendance à se la jouer très grand, parce qu'il a un vrai côté arty qui, moi, me dérange beaucoup, que ce soit techniquement ou en termes purement de patte artistique. Moi, ce côté arty too much m'énerve beaucoup. Donc déjà, je trouve qu'il est prétentieux. Je trouve qu'il y a un peu une démarche prétentieuse derrière le film. Et puis en même temps, il me parle pas de sujet. En fait, j'arrive pas à comprendre de quoi le film parle. Alors évidemment, ça doit parler du lien familial, ça doit parler de ce genre de trucs, mais... c'est français en même temps, donc... Non, mais oui. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce rapport-là où, là où t'as des thématiques abordées sur le long terme, qui sont construites, etc., tout d'un coup, moi, je me retrouve sur quelque chose qui part dans tous les sens, où je suis pas vraiment sûr de qu'est-ce que je dois comprendre dans le film, et qui... Bon, tout en s'inspirant évidemment des auteurs et des autrices qui font ce genre de cinéma-là et qui acceptent aussi de dire que le spectateur ne va pas tout comprendre, et c'est en fait un peu ok, et c'est aussi ça qui est chouette. Encore une fois, Lynch, grand génie. Mais le problème, c'est que là, vraiment, moi, sur 1h40 de film, je ne supporte pas ma séance. Je supporte pas ma séance qui est quand même composée de scénettes improvisées l'une après l'autre, où moi, je vais suivre des choses que, de toute façon, je n'arrive pas à comprendre, fondamentalement. Je ne comprends pas l'avancée du film. Mais attends, du coup, c'était des vrais... Enfin, pardon, mais c'était des acteurs, actrices amateurs ou... Enfin, t'as un peu de background sur y a quand même la production ? Ouais, il y a quand même des acteurs et des actrices qui sont pas mal. En fait, ça reste un petit projet, mais c'est quand même un film qui a... Déjà, il me semble qu'en termes de chef opérateur, etc., il y a quand même des gros noms, mais on a notamment... tu vois, on a notamment Agathe Bonitzer, on a Nathalie Richard, alors... Disons, en fait, ils ont quand même de la bouteille. C'est pas des acteurs et des actrices que tout le monde connaît, mais c'est quand même des acteurs et des actrices qui ont de la bouteille et qui viennent quand même d'un certain milieu, qui ont fait leur classe. Il me semble qu'il y en a... Alors, je sais plus qui m'avait fait justement la Comédie Française. Donc, il y a quand même des grands qui sont quand même dans le casting. Mais en même temps, tu sens qu'il y a toute une part du film qui repose sur ces personnages. Et encore une fois, les personnages en tant que tels peuvent être caractérisés d'une manière plutôt agréable. D'une certaine manière, on pourrait dire. Mais encore une fois, moi, tout ça n'arrive pas à m'emporter. Moi, c'est vraiment un film qui me laisse au rez-de-chaussée. J'observe des choses avancer à l'écran et je suis pas pris par ton histoire. Je suis ni pas pris par ton histoire, ni je comprends ce qui se passe. Et en fait, vu que tout est un peu absurde, parce qu'en effet, il y a un espèce de processus d'absurdité qui est mis en avant dans ce film et qui est organisé par la mise en scène, en fait, au final, tout le film n'a pour moi pas vraiment de sens en fait, et reste un peu dans quelque chose d'un peu planant, vague, même si moi encore une fois, comme j'ai dit, je trouve que ce côté hypnotique a eu plus tendance à me mettre à l'extérieur que me faire entrer dedans, mais en fait plus rien n'a de sens, et peut-être qu'il y a des moments un peu sympas ou peut-être des moments un peu transcendantaux, et vraiment mais tu vois, par exemple, moi il y a des trucs que je supporte pas. Il y a une espèce de flûte de Pan à un moment donné, un peu arty, insupportable, qui apparaît de temps en temps. T'es en mode, mais brûlez-la ce truc. Les dialogues ils sont moches, je suis désolée, mais il y a vraiment des dialogues qui sont ridiculement mal écrits. Mais en fait, ils sont pas mal écrits parce qu'au départ, ils sont mal écrits. C'est juste que tu sens qu'il y a eu la première écriture, puis après, ils se sont dit, il faut le rendre un peu particulier, donc on va modifier les dialogues. Et en faisant ce truc-là, ça devient ridicule parce que ça perd beaucoup de son sens. Enfin, et ça perd beaucoup de sa raison, en fait, d'exister en tant que tel. Donc, j'avoue être assez déçue. Et en réalité,
moi, je suis assez convaincu que c'est un film qui va trouver son public et il l'a de toute façon trouvé en festival. Il l'a eu en festival, ce public. Donc, en vrai, trop bien. Moi, je suis très content que des auteurs et des autrices puissent faire émerger un maximum leur création et que les gens puissent tout simplement les voir. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, à titre personnel, c'était vraiment pas bien, quoi. C'était vraiment pas bien. Hyper soporifique, peu inspiré. Et en fait, mis à part un peu son pseudo-ambiance générale, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir, moi je trouve, d'intéressant en tout cas. Allez, on enchaîne et cette fois-ci, Mathéa, c'est à toi de nous reparler d'un petit film. Et le petit film que tu vas nous parler, c'était un film qui était en compétition officielle à Cannes en 2025. Ça a passé quand même un petit bout de temps avant de voir celui-là sortir. C'est le nouveau film de Carla Simone, Romería. Porque tus padres vivieron como bastante tiempo ahí, en el edificio que está frente a la playa de Samil, pero tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona, y ahí fue cuando se separaron. Porque tienes, madre mía, la misma constitución que tu madre, calcomanías. Los abuelos viven en Vigo. En las afueras. Los visitaremos en un par de días. Mira, mamá, esta es Marina. ¿Y por qué has tardado tanto en venir a visitarnos? Très juste. Alors, petit film. Bon, quand même, quand on a fait Festival de Cannes, c'est sympa. Après, je crois que c'est son 3e film qui sont toujours à sujet très autobiographique pour la réalisatrice espagnole Carla Simón. Romería, donc, que j'ai vu, en fait, en vrai, je l'ai vu à Madrid. Donc, j'ai vu il y a très longtemps. De nouveau, la Suisse. À la traîne. Distribution toujours très compliquée. Ouais, on aime bien. Ce genre de film. Et en fait, c'était un film qui m'avait un peu intriguée, parce que quand je suis à Madrid, je profite toujours des tarifs accessibles, en tout cas pour moi personnellement, en tant que Suissesse qui sera à Madrid, pour aller découvrir des films que je verrais jamais sinon, parce que celui-là, honnêtement, je pensais pas du tout qu'il allait passer par ici. Parce que, de nouveau, les petits films espagnols, on les voit rarement. Oui, absolument. Ou dans certaines salles cinéma essai, ouais, exact, mais c'est hyper limité, quoi. Exact. C'est pour ça que maintenant, comme j'ai vu qu'il passait dans nos salles en Suisse romande, j'en ai profité pour me repencher sur cette histoire et à tête reposée pouvoir donner mon avis un peu critique. Donc Romería, qui veut dire pèlerinage en espagnol, c'est l'histoire de Marina qui, pour obtenir un document d'état civil pour pouvoir poursuivre ses études supérieures, doit renouer avec une partie de sa famille biologique parce qu'elle a été adoptée et elle est guidée par le journal intime de sa mère qu'elle n'a jamais connu pour se rendre sur la côte atlantique et rencontrer tout un pan de la famille paternelle qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, évidemment, l'arrivée de Marina va faire ressurgir le passé et raviver notamment les souvenirs de ses parents dont elle va découvrir les secrets, les non-dits et les hontes. Donc de nouveau, un film très familial, qui pouvait être un peu casse-gueule, parce que c'est un sujet très casse-gueule, le fait d'avoir une fille qui revient sur les origines de ses parents, qui étaient des toxicomanes qui sont morts du sida dans les années 80-90. Ça marche. Qui en fait retrace un pan historique de la culture espagnole, de la movida, comme on dit, qui a été après à la suite de la mort du dictateur Franco. On a eu une explosion de créativité, une explosion de tout dans le pays, étant donné qu'on n'était plus sous embargo dictatorial. Et ça a été notamment la grande époque de l'héroïne, qui est d'ailleurs beaucoup dépeinte dans les films d'Almodóvar, les tout premiers, où on parle que de ça tout le temps. Caballo, c'est de l'héroïne, je crois. Je ne saurais dire, moi-même, je ne pratique pas. Toi-même étant une grande consommatrice, je peux vous dire que c'est un peu meilleur. Mais... Donc, sujet très casse-gueule qui aurait pu être très mélodramatique, avec à la française, j'ai envie de dire. Mais en fait, maintenant que je dois m'en souvenir, j'ai peu de souvenirs de la réalisation. J'ai envie de dire que c'est pas par ce langage que la réalisatrice s'exprime le mieux, étant donné que c'est pas très transcendantal, c'est vraiment des plans très simples, il n'y a pas beaucoup d'effets qui est apporté. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, je trouve, parce que quand on relate des sujets de la vie quotidienne, familiale, intime, on n'a pas forcément besoin d'en faire des tonnes. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait un peu, tu sais, genre, antinomique avec le film dont toi tu parlais. Film hyper arty. Et puis celui-là,
Ouais, il est très simple. Il est pas... il essaye pas de se monter en artifice. C'est vraiment plutôt les regards, les échanges, tout ce qui n'est pas dit non plus, qui portent véritablement le récit. Donc pour moi, ça, c'est plutôt... On met un peu de côté la superficialité, on va dire, de la mise en scène. Ouais, ou même juste le langage de la réalisation. Elle travaille plutôt par plan que par séquence, on va dire. Mais ce qui rend le film, je trouve, assez agréable finalement à regarder, parce que t'as pas l'impression qu'à chaque moment, il va se passer une tragédie. Puis même l'histoire des parents qu'on nous cache pendant tout le film... c'est par moments, en fait, que tout d'un coup, ça ressurgit, et c'est là qu'on voit les réactions des personnages. C'est pas juste un climat délétère pendant tout le film, quoi. Donc, c'est vraiment pas... En fait, je trouve que c'est une façon qui est anti-mélodramatique de traiter une histoire dramatique. Et en plus, ça fait voyager, parce que Pays Basque, c'est cool. Évidemment. Non, la Galice, pardon, j'ai dit. La Galice. Mais... ouais, je sais pas. En fait, tu sais quoi, je trouve que ce film, il s'inscrit très bien dans cette espèce de nouveau mouvement de réalisatrice espagnole qui aime bien faire des films très simples et épurés. Le deuxième qui me vient à l'esprit, qui était aussi en salle récemment parce qu'il était aussi dans des sélections de films, c'est Los Domingos, donc les dimanches, qui traite aussi d'une affaire familiale après le choix d'une adolescente de 17 ans de rejoindre un mouvement de nonnes, qui est d'ailleurs très sectaire et très coupé du reste du monde. Puis en fait, cette décision de l'adolescente va faire réagir en boule toute sa famille, et c'est là que tu comprends en fait comment se jouent les dynamiques familiales, etc. Et de nouveau, c'est aussi un film qui est très simple, qui en fait pas des caisses, qui te montre les choses. C'est vraiment comme si on avait juste mis une caméra cachée chez des gens et qu'on leur demandait « bah maintenant tu réagis quoi ». Et là, c'est un peu pareil, parce qu'on sent la tension rien qu'à travers la façon dont interagissent les personnages. Et je trouve que c'est assez fort de le faire juste comme ça, sans avoir besoin de nous mettre in your face. Regarde, c'est ça ce qu'elle veut nous dire, en fait. Bref. Donc, c'est un film très sympathique, j'ai trouvé, qui parle de sujets dont on parle pas beaucoup en Suisse, étant donné que je ne suis pas tellement touchée, mais bon, des enfants adoptés, il y en a beaucoup, hein, donc... Voilà. Après, il y a juste un pan de l'histoire qui est un petit peu controversé. Oula. Et qui a fait énormément controverse à Cannes, je crois, durant sa projection. En gros, donc la jeune adolescente que je vais arrêter d'appeler Marina, parce que ma mère s'appelle Marina, donc je peux pas dire ça en âme et conscience. On va l'appeler Emma. C'est la jeune adolescente du film. Ou donc... la mère. Non, c'est mère. Pire. Maman. Donc, la protagoniste, voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme elle est avec le journal intime de sa mère, elle essaye de retracer la vie de ses parents, dont personne ne lui a jamais parlé, à cause évidemment de la honte qu'ils ont fait à sa famille. Mon Dieu, je suis en train de l'endormir. Non, c'est mais trop chou. Et du coup, elle a que ce témoin du temps avec elle. Et donc, en fait, elle va aussi s'amuser à rejouer des scènes qu'elle lit dans le journal pour essayer de se mettre à la place de ses parents. C'est pour ça que ça s'appelle « Un pèlerinage ». Le petit souci, c'est que en se faisant, on va dire qu'elle est sous le charme de son cousin, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, quelle après... belle manière de... C'est son cousin biologique, mais finalement, ils n'ont jamais vécu ensemble. Bah Dieu merci du coup. Genre Dieu merci, non? Non mais dans le sens où genre elle a pas vécu, enfin elle a pas grandi avec lui, donc c'est pour elle c'est un inconnu quoi, la biologie ça veut rien dire. Oui. Mais voilà, du coup j'imagine que ça crée quand même une tension... Bah alors disons que c'est un sujet qui va être exploré pendant tout le film, jusqu'à la fin où en fait elle recrée la rencontre entre ses parents dans une séquence, c'est la seule qui est très onirique mais qui est pas arty du tout, c'est vraiment... Tu comprends que c'est pas la réalité, mais c'est filmé vraiment comme la réalité, ce que je trouve assez appréciable, on va dire. Et c'est une scène en particulier qui fait un peu débat à Cannes, ce que je trouve très hypocrite, cela étant, hein, parce que c'est quand même un festival qui adore récompenser des gros connards à bite poilus qui peuvent pas s'empêcher de la mettre partout. Donc, je trouve ça assez rigolo, quoi. Après, est-ce que c'est maladroit? Est-ce que c'est pas maladroit? Écoutez, moi j'ai des cousins, je les ai jamais vus, donc je ne saurais dire. Ça va vraiment être la phrase de ta conclusion, ce passage-là. J'ai des cousins que je n'ai pas encore vus.
garde à vous les cousins. Attention, peut-être je suis allergique à eux en plus, hein, donc qui Bah, sait. peut-être, mais garde à vous les cousins. Apparemment, là, c'est finito pour vous les copains. Allez, après cette digression vers les cousinades de notre chère amie Théa, on va enchaîner du coup avec mon dernier film d'ailleurs de ma sélection du jour. Voilà, ma petite dernier film. Et vous le savez, quand on est heureux, quand on peut vous proposer un film suisse, mesdames, messieurs, quand la Confédération nous propose un long métrage, eh bien évidemment, on doit pouvoir vous en parler. Et c'est donc le nouveau documentaire réalisé par Stéphane Goël et Mehdi Atmani qui revient sur le mythe et la réflexion de la neutralité de la Confédération helvétique, alias la Suisse. Eh bien, on va en parler de En terrain neutre. Le type qui marche dans le champ, c'est Mehdi. Il est journaliste et ensemble, on a décidé de mener une enquête sur les traces de la neutralité. Et le mec qui donne des ordres et qui gueule hors champ, c'est moi, Stéphane, le réalisateur du film. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire un film sur ce que ça veut dire d'être neutre aujourd'hui. Face au retour de la guerre sur le continent européen, est-ce qu'on est encore neutre ? Je vous cache pas qu'on est beaucoup interrogé à l'étranger sur la neutralité suisse. Hein. En terrain neutre est donc le nouveau documentaire réalisé par Stéphane Goël et Mehdi Atmani. C'est du coup un film qui va revenir avec, donc sur à peu près 1h30 de film, va revenir un petit peu sur la situation géopolitique suisse et notamment ancré dans l'international, et notamment sur le principe de la neutralité suisse, sans venir vraiment à faire un cours entier de géopolitique pour vous expliquer de pourquoi la Suisse est comme ça, de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais pour la faire simple, c'est un élément qui a été fondateur, en tout cas dans le récit national ou dans le roman national, a été utilisé comme un récit fondateur pour la Suisse. Encore une fois, je parle de récit, on en reviendra un petit peu après sur ce qu'il en est vraiment, mais ça a été utilisé comme un récit très important, et aujourd'hui, techniquement, et c'est un peu tout le débat du film, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire être neutre aujourd'hui. Techniquement, la neutralité, elle veut dire beaucoup de choses. Et c'est un peu ce que le film va essayer de faire, c'est d'arriver à apporter un prisme critique et un point de vue, avec une pointe d'ironie quand même, sur l'état des lieux général de la notion de la neutralité suisse, notamment mise en opposition et mise en contradiction avec un monde de plus en plus polarisé, avec justement une montée des extrêmes, ou plutôt de l'extrême droite, avec une fascisation un peu généralisée des combats. C'est une situation qui, du coup, pousse à ce que le film va essayer de questionner ce rapport à la démocratie, questionner ce rapport à la neutralité, réfléchir à est-ce que la neutralité a déjà existé fondamentalement ? Parce qu'encore une fois, la question de la neutralité est beaucoup utilisée, et là on peut surtout s'adresser à nos amis suisses, nos compatriotes suisses qui nous écoutaient, peut-être que pour les amis français, belges et québécois qui nous écoutaient, ou tout autre pays, toute autre région, peut-être ne l'auront peut-être pas, mais c'est vrai que chez nous il y a beaucoup ce truc de on va sacraliser ce rapport à la neutralité, on va sacraliser énormément ce truc là, et le film se permet de revenir dessus en ayant une analyse plutôt pertinente, je trouve. Alors, à titre personnel, je trouve qu'il n'y a rien de très fou. Parce que, alors déjà, en termes de forme, c'est vraiment un documentaire du service public le plus classique qu'on peut trouver. Putain, ouais, c'est exactement la question que j'allais te poser. Si c'est un documentaire en mode mise au point, ou pire, genre... à quel point c'est du David Castello-Lopez aussi, tu sais, avec la rubrique C'est intéressant. Non, parce que ça, à mon avis, ça serait même plus drôle si c'était du David Castello-Lopez. Mais là, le truc, c'est que c'est un peu une formulation... En tout cas, je parle vraiment de forme. En termes de forme documentaire, c'est vraiment le documentaire le plus formel que tu peux trouver, et on sent que du coup les deux réalisateurs sont des gens qui viennent à la base du journalisme et qui viennent à la base du service public de l'audiovisuel. Donc en termes de forme, faut vraiment pas se baser là-dessus. Vraiment, si je veux vraiment chipoter, je me permets juste de dire qu'il y a 2 ou 3 éléments d'animation de temps en temps. Wow. Mais voilà quoi, c'est pas formellement, en tout cas en termes de forme, il y a vraiment rien d'intéressant. Et en termes de fond, en fait, le problème c'est que c'est assez basique en fait dans le fond, parce que fondamentalement le film va pas te dire quelque chose de plus que ce qui existe déjà dans l'analyse critique de la neutralité depuis plus de 20 ans. Ce qui est dit dans le film, c'est fondamentalement ce qu'on peut lire et ce qu'on a pu voir et ce qui a déjà été analysé depuis plus de 15 ans. Et en fait, fondamentalement, à titre personnel, étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse, et à titre personnel... Un petit peu, juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Non, mais étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu, et
qu'on a été confrontés, notamment Théa et moi-même, dans nos parcours, que ce soit professionnel, etc., ou études, à devoir arriver aussi à gérer ce genre de thématique-là, en fait, moi, au final, je me suis retrouvé à voir un film qui disait des trucs que j'avais vus en cours, mais un peu moins bien. Enfin, en fait, j'ai eu un peu cette sensation, et je le dis pas dans un sens mauvais, c'est pour ça que je considère que le film est bon, mais en fait, je pense que c'est surtout une bonne porte d'entrée au sujet. Je pense que c'est une bonne manière de se dire, bon, je veux comprendre un peu la critique de la neutralité politique ou de la neutralité du choix de la Suisse, et d'y réfléchir sur tout son rapport constructiviste, sur son rapport conflictuel, sur son rapport d'organisation politique et de comment la neutralité a un effet politique très concret et peut être tout autant quelque chose une attaque, en fait, très clairement. Être neutre dans certains conflits, vraiment au hasard la question palestinienne, ça sous-tend défendre un génocide. Par exemple, c'est ça le rapport à la neutralité. Et le film se permet d'être une introduction plutôt chouette au sujet, qui après demande à ce qu'on le complète autre part, mais vraiment, à mon sens, c'est pas quelque chose qui m'a personnellement complètement captivé. Je trouve que c'est un bon film, je trouve que c'est une bonne introduction. Il n'y a pas 1 milliard de trucs à dire. Peut-être la chose que je dirais un tout petit peu plus, c'est que il y a quand même dans le ton du film un côté, comme j'ai dit, un peu narquois, un peu, je suis un peu rebelle, tu vois. Mais en fait, il est plutôt ironiquement sage, en fait. Il est même plutôt suisse comme film. C'est quoi, c'est exactement ce que j'allais dire depuis le début. C'est tellement suisse. Il a un côté très suisse. Et fondamentalement, ça joue aussi un peu là-dessus, tu vois, parce que notamment, le journaliste Mehdi Atmani, qui du coup qui est co-réalisateur du film, est un journaliste suisse d'origine marocaine. Ouais. Et en fait, lui-même, justement, on le voit aller dans des espaces et tout. Et en fait, jouer de ce rapport-là de la neutralité, jouer de ce rapport de l'identité suisse, etc. Et c'est quelque chose qui, du coup, est assez sympathique à regarder. C'est quand même un peu prenant, mais encore une fois, c'est pas très rebelle, quoi. Alors qu'en fait, fondamentalement, le sujet en tant que tel de la question de la neutralité et la question de la déconstruction des États est un sujet rebelle, de fait. Parce que tu t'attaques aux racines même de quelque chose qui est bien plus grand, à savoir l'État-nation. Et par exemple, en Suisse, la question de la neutralité, c'est même presque pire que si tu t'attaquais aux frontières, d'une certaine manière. Franchement, en Suisse, je pense qu'on serait plus libre à se faire attaquer nos frontières que fondamentalement toucher la neutralité suisse. J'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que la neutralité suisse est tellement un truc sacralisé. Et d'ailleurs, le docu ouvre aussi des portes à des endroits où on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, notamment l'association Pro-Suisse, qui est une association d'extrême droite, où normalement il y a très peu de journalistes et de caméras qui peuvent entrer dans ces endroits-là. Là, le film arrive à nous faire entrer là-dedans. On va à un moment donné se retrouver dans le salon de l'armement, je ne sais plus lequel c'est, mais salon de l'armement, où la Suisse vend des sous-marins. Bah ouais. Et en fait, tu te retrouves dans cette situation où tu vas explorer, découvrir des espaces qui normalement sont fermés. Mais voilà, je pense que... Je suis désolée, mais c'est tellement suisse de jamais vouloir mettre les pieds dans le plat, de jamais être radical, d'être toujours dans le compromis à la vaudoise, on va dire. Tu sais quoi, ça me fait penser à un autre film suisse qui, dans la thématique, me fait beaucoup penser à ça, qui s'appelle Unruhe. Ah oui. Qui quand même parle d'anarchisme, et c'est le film le plus plat que j'ai vu de ma vie, quoi. Mais alors celui-là, il a quand même la capacité de pas être si plat que ça. Unruhe, je me rappelle, je l'avais vu, c'est vraiment un film qui te fait dégoûter le milieu libertaire, et que t'es en mode, bon, c'est pas intéressant, quoi. Mais... celui-là a quand même la capacité de te tenir un minimum parce qu'il est pas chiant. En fait, tu te fais pas chier devant. C'est juste que... déjà, je pense que j'aurais pas forcément besoin de le revoir. Je l'ai vu une fois, ça me va très bien. Exactement, ouais. Et puis, encore une fois, ça reste un peu le film que tu conseilles à quelqu'un pour s'intéresser à une thématique. Mais vraiment pour que ça soit, encore une fois, une porte d'entrée. Et en termes de contenu, vraiment en termes de contenu intellectuel, ça peut servir. Mais vraiment, hormis cette ligne-là, hormis la base que tu donnes... pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mais encore une fois, je le redis, pour moi, c'est pas un mauvais film. Je pense même pas que c'est un film moyen. Je pense que c'est un bon film. Un documentaire classique, correct, qui respecte en tout cas ce qu'il est censé faire. Mais malheureusement, à mon sens, un peu trop formel et va pas vraiment vouloir réinventer quelque chose, ou en tout cas tenter quelque chose de particulièrement innovant. Un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, voilà, ça reste une œuvre... intéressante si vous êtes intéressé par cette thématique-là, quoi. Et on arrive du coup à notre dernier film d'actualité, le dernier film que Théa a pu découvrir dans les salles obscures. C'est assez dingue pour le remarquer, mais c'est assez rare de voir des films qui nous viennent de la République de Macédoine du Nord, une coproduction tchèque, serbe, croate, qui nous parle d'un DJ perdu dans les montagnes
Et bah c'est ce qu'essaye de nous faire Giorgio M. Unkowski avec DJ Ahmed. Ormandan bir çığlık sesi geldi. Çığlık mı? Yo. Bu köyün ilk meşhurusun ya. Sana bir şey göstermek istiyorum. Burada DJ sen misin? Hiç DJ'ye benzemiyor. Et oui, j'en avais besoin pour mon tour du monde de 2026. Donc, non, j'ai juste coché Macédoine du C'est Nord. beau, c'est vrai que t'as fait la deux pierres deux coups. Un T'as petit vu film ça, pour hein. l'émission et en plus de ça, c'est beau, c'est magnifique. Et je suis tellement multitâche. Je réfléchis avant de faire les choses. Oui, quoi. Tu fais bien. Non, j'allais juste dire que c'était le film qui avait reporté, enfin on en parlait juste avant, mais qui a remporté le prix de Sundance. Exactement, cette année. exactement. Donc en fait, c'est là où c'est encore plus étonnant et très Bon, intriguant. Après, Sundance, c'est un peu des bobos hipsters, New Bag, Age. ouais, mais c'est un peu stylé quand même, Los Angeles. Ah ouais, mais t'imagines Los Angeles, la Macédoine du Nord. Et Pardon. souvent, on pourra en réaborder un jour oui, peut-être je sais même pas où est-ce que ça, mais le truc c'est qu'ils se disent salade de fruits quoi. Non mais en fait souvent Sundance c'est un peu un indicateur à titre personnel hein, de quand même qualité sur plein d'œuvres. C'est-à-dire la plupart des films qui ont reçu, par exemple Ari Aster, les premiers films qu'il a fait, Hérédité par exemple, il avait reçu je crois le prix de Sundance, dinguerie. La plupart des films de Sundance qui sont primés ont tendance à quand même avoir un certain intérêt à mon compte. Ah ouais, non mais celui-là aussi avait un certain intérêt, hormis le fait que il fait partie de ma liste, donc il fallait bien que je trouve un truc de Macédoine du Nord. Ouais. Toujours, hein, le Togo, le Tchad, la Sierra Leone. Envoyez des petits DM les petits potes. S'il vous plaît. Non, mais du coup, j'étais très intriguée de ce film donc, de Georgi M. Unkowski, dont j'ai rien vu non plus avant de découvrir ce film. Pour le synopsis, donc, à 15 ans, Ahmed découvre par hasard la dance music lors d'une rave party clandestine perdue au milieu de la nature. Fasciné par ce monde de néons, de basses et de corps en transe, il se lie avec la jeune et rebelle Aya, qui aime danser et rêve de liberté. Putain, et Miss France. Et là, celle-ci est promise à un mariage arrangé. Donc, porté par une énergie débordante et une grande intensité visuelle et sonore, DJ Ahmed raconte avec humour et sensibilité l'émancipation de la jeunesse rurale et le pouvoir libérateur de la musique. Oui, alors oui, mais non. Enfin, faut pas déconner, c'est pas Sirat en Macédoine du Nord, quoi. Faut se calmer un petit peu. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est la dualité entre ruralité et technologie. Ça, d'accord. Au-delà de ça, c'est pas non plus incroyable, quoi. Après, j'ai bien aimé parce que c'est pas un film qui se fout de ta gueule, qu'il arrive à faire de l'humour avec certaines scènes comiques ou des dialogues ou des situations sans te prendre pour un adorateur de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Enfin, je veux dire, ça casse pas trois pattes à un connard, mais ça peut aussi ne pas casser trois pattes à un connard. Exactement. Mais ça se fout pas de ta gueule. Donc, c'est intéressant de voir justement cette entrée de la technologie. Ce qui est drôle, c'est que, par exemple, Ahmed, il n'a pas assez de data pour regarder Internet. Donc, il est obligé d'aller à certains endroits ou à demander de la thune à son père pour pouvoir racheter de la data. Donc, c'est là que tu te dis, on en est encore à ce niveau-là, quoi, dans certains pays dans le globe. Ce qui est tout à fait logique, hein, d'ailleurs. On n'a jamais dit que c'était la normalité d'avoir de la 5G, hein, ni même de capter putain de trucs français au milieu de Saint-François. Non plus, ça n'a pas de logique, mais bon, ma foi, ça m'arrive. Saloperie. Ça venait du cœur, t'avais des comptes à rendre, j'avais l'impression. Oui. Ouais. Swisscom, j'aurais ta peau. J'aurais ta peau. Salaud. Salopen. Non, mais disons que là, je trouve que le synopsis, on fait un tout petit peu trop. Le synopsis imagine ce que c'est, alors qu'en fait, c'est un film qui est très simple. T'as l'impression que c'est la révolution bolchevique. Exactement. Musique, quoi. Alors que vraiment, genre, il va une fois à une rave, hein. Je suis navrée, mais il va vraiment une fois à une rave. Et puis en fait, tout le reste du film, c'est justement ça, c'est comment réintroduire la musique et comment ce subterfuge le lie d'amitié et en fait lie aussi toutes les autres interactions qu'il y a dans le village, parce qu'en fait, c'est une minorité turque qui habite en Macédoine du Nord. Okay. Donc ce que j'avais apprécié dans le film, c'est que c'est le contexte. Et c'est un contexte auquel on est très peu confronté. Donc évidemment que moi je suis preneuse de petites blagues un peu à la con sur des sujets hyper pointus pour eux et puis qui nous semblent totalement absurdes parce que nous on connaît rien à leur religion, à leurs coutumes, etc. etc. Donc très drôle. Beaucoup de scènes avec le muezzin du... Oh wow.
Je pense que ce film, il m'a fait le plus hurler de rire avec le muezzin et l'imam du village. Ok. Qui essaye d'introduire la technologie, mais de façon hyper intelligente. Je vous en dis pas plus, mais j'avoue que moi, c'est les personnages qui m'ont fait le plus marrer. Mais le film avait l'air particulièrement comique, parce qu'en regardant un petit peu le projet derrière, il y avait vraiment une espèce d'ambiance générale. Même, je vous invite à regarder des visuels. Moi, j'ai vu un visuel avec un mouton rose. Oui. Rigolo, quoi. Oui, en vrai, il y a pas mal de blagues. Il y en a qui sont pas drôles, il y en a qui sont un peu maladroites, mais il y a un fond comique. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions maintenant sur l'humour macédonien? Étant donné que c'est peut-être un style humoristique qu'on n'était peut-être pas vraiment poussé à aller à la base, mais maintenant tu peux peut-être me donner... Ils aiment que les proutes. Voilà, c'est juste ça, ouais. Et puis surtout, alors les moutons roses, ça c'est typique de Macédoine du Nord. Si vous voyez des moutons roses, c'est eux. Moutons bleus, c'est plutôt serbe, mais rose vraiment, Pantone, je sais pas, 157, c'est vraiment, allez chercher quelle couleur c'est, Pantone 157, c'est vraiment Macédoine du Nord. Non, mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est le choc culturel entre le passé, très littéralement et très largement, et le futur, avec toute l'histoire familiale d'Ahmet, son père et son petit frère, qui est devenu... muet depuis la mort de leur mère, et que le père traîne chez des chamans et autres personnes pour essayer de résoudre le problème. Alors qu'en fait, je sais pas, quelqu'un qui fait ça à Genève, bah, tu l'envoies chez le psy. Oui. Est-ce que ça servirait à quelque chose? J'en sais rien, mais voilà, quoi, c'est ce genre de contraste, ou même le mariage arrangé de Aya qui revient d'Allemagne en plus, donc gros choc culturel pour elle, qui... Elle revient de TikTok, de la musique, du Wi-Fi, puis qui arrive dans ce bled, on lui dit, bon, du coup, demain, tu te maries, hein, et you deal with it. Alors après, c'est pas, enfin, comment dire, il y a pas une grosse critique, c'est pas Mustang, par exemple, hein, c'est toujours avec un peu de légèreté, mais qui traite des sujets assez... voilà. Je trouve que c'est pas comme de drama qui se prend beaucoup trop au sérieux par rapport au sujet qu'il traite. Là, c'est plutôt... on parle de choses qui nous sont communes, on va dire peut-être pour ces cultures, pour ces pays-là, mais on n'en fait pas non plus un sujet... La posture est différente, quoi. On essaie de se dire qu'on veut que le truc soit accessible et que la posture soit pas oppressive, exactement, thématiquement parlant, quoi. Mais de nouveau, c'est pas... Voilà, quoi. Mais un autre film qui me fait penser aussi à cette... parce que moi, je fais toujours 2 films pour le prix d'un. Et oui. C'est un film que j'ai découvert la semaine passée qui s'appelle Sunday, et qui est un film ouzbek. Du coup, j'ai... Checklist, quoi. Checklist Ouzbékistan, dont je ne vais pas écorcher le nom en ouzbek, et qui parle justement de ça, d'un petit couple de retraités qui vivent dans leur maison, dans un lieu totalement paumé. Et en fait, ils ont un peu d'électroménager, une télé, des trucs comme ça. Et en fait, leur fils sait qu'il va hériter de la maison une fois qu'ils seront décédés. Et en fait, il va remplacer peu à peu tous les objets du quotidien qui sont contemporains, on va dire, au plus grand d'un de ses parents. Et c'est assez marrant de voir justement ce passage dans certaines régions du monde qui ont été occidentalisées, on va dire, mais où on se dit, en fait, c'est pas la normalité et on voit pas pourquoi ça devrait l'être. Ouais. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. De nouveau, hein, moi je trouve que l'imam, il utilise extrêmement bien la technologie. Enfin, genre, c'est génie ce qu'il fait. Mais dans Sunday, par contre, c'est vraiment vu comme étant un upgrade qui sert à rien, quoi. Et qui, en plus, sert juste à remplacer des choses qui fonctionnent très bien. Sunday, c'est beaucoup autour du feu. Toute la thématique de... au début, ils ont des allumettes, et puis à la fin, ils ont une gazinière, mais ils n'arrivent pas à allumer la gazinière, ce qui est aussi une scène extrêmement drôle dans le film. Je vous le conseille vraiment, si vous arrivez à mettre la main dessus, il est trop bien, il date de 2023, génialissime. Donc oui, pour conclure sur DJ Ahmet, de nouveau, un petit peu survendu, on va dire. Le côté DJ, c'est pas vraiment ça, c'est juste que c'est quelqu'un qui joue avec la musique, voilà. C'est comme si Ariel, on l'appelait DJ Ariel dans La Petite Sirène. Enfin, je veux dire, oui, sa mère aimait la musique, elle chante, etc. Et puis son père... Ça en fait pas lui DJ quand même. Non. Non. Mais il arrive à jongler avec la pression familiale que lui met son père pour qu'il reste berger, alors que lui, peut-être qu'il rêve d'autre chose. Voilà, quoi. Mais après, de nouveau, franchement, un bon film, il n'a pas besoin d'être si complexe que ça dans sa façon de traiter des sujets, ni même d'avoir des sujets extrêmement complexes, du moment que l'intentionnalité derrière est honnête. Absolument. Et là...
avec ce film, vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler, vous allez peut-être pas comprendre certains trucs, vous allez peut-être pas être d'accord avec certains trucs, mais au moins, il va vous faire réagir un petit peu, quoi. Et en plus, c'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de voir des films de Macédoine du Nord. Donc, franchement, allez-y, les yeux bien grands ouverts. Ça va se laisser tenter. Ouais, lisez bien les sous-titres et puis voilà. Et c'est donc sur ces belles paroles que nous arrivons du coup à la fin de cette émission, dans les larmes et dans la sueur et dans la fatigue. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Moi je vous le dis, chers amis, cher public, évidemment, moi je suis dans un état second là actuellement. Toi, tu sais quoi, c'est le même de désolé, j'ai pas pu t'écrire quand je suis rentrée à la maison, je me suis tout de suite endormie. Toi, c'est vraiment ça. C'est genre tu claques la porte. Moi je pense que je vais m'éteindre dans quelques secondes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de petites des recommandations de fin ou le petit jeu de fin, mais parce qu'on est un peu en train d'y préparer aussi des petits trucs. On vous avait dit qu'on était en train de changer un peu le format, et avec le reste de l'équipe, du coup avec Roman et Lorenzo, on est en train de bosser tous les 4 sur du coup retravailler un petit peu cette petite partie de fin. Voilà, donc on vous a préparé plein de petits jeux, plein de petits trucs un peu rigolos. Il y a moyen que ça soit extraordinaire. Voilà, je pose là comme ça, je le dis directement. Il y a moyen que ça soit des petites pépites. Bref, en tout cas, un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, si ce podcast t'a plu, de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, de t'abonner et surtout de partager un maximum ce podcast autour de toi, à tes potes, à ta famille, à tes voisins, pour que tout le monde puisse découvrir la magie du cinéma, la magie des films qui sortent. Si c'est pas beau, Théa, alors comment tu as trouvé cette petite émission, toi? Comment te sens-tu? Fraîche. Malgré la fièvre. Non, je sais pas. Fraîche malgré la fièvre, bien sûr. Fresh every day. J'ai envie de dire... Et sinon, vous regardez la dernière saison de The Boys? Voilà, je place ça là. Mais toi, t'es Jones, toi. T'as vu ça, hein? Putain. Et moi, je cherche des sites de stream. Nous, on n'a pas Whippin, nous. Nous, on Whippin pas, nous. Et les Jones, là, qui écoutaient. J'ai honte. Et continuez, partagez-vous chez vous. Allez, va dormir, toi, va dormir. Ouais, faut aller dormir. En tout cas, un très très grand merci à toutes et à tous, encore une fois, de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour le prochain épisode de Vidéo Club. On passe aussi un petit message, un petit coucou, encore une fois, aux copains Roman et Lorenzo qui malheureusement n'ont pas pu être là aujourd'hui. Les gars, on se retrouve dans 2 semaines. Encore une fois, un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve encore une fois dans 2 semaines. Et oui, je suis un disque rouillé. Disque rouillé, oui, un disque rayé plutôt. Yannick, coupe Coupe-moi ça, Yannick, coupe-moi ça. Non. Bref, n'oubliez pas de voir des films, n'oubliez pas d'aller au cinéma et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.